Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Lorna Kaku et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de setup parce que ce sera un sujet assez personnel, assez intime. Donc, j'ai voulu être à l'aise pour mieux raconter ma vie parce que oui, on va beaucoup parler de moi aujourd'hui. Ce sera beaucoup d'expériences personnelles. Donc, le sujet en question, c'est la solitude. Ça met bien jusque-là sur ma chaîne, hein, vous trouvez pas? On va parler de solitude, voilà, parce que dernièrement, j'ai vécu une période assez compliqué et je pense que c'est un sujet important à aborder parce que pas grand monde veut l'aborder. Il y a beaucoup de fierté qui s'y mêle. Donc, je vais en parler histoire de partager mon expérience, de dire ce que j'ai appris et d'aider certaines personnes qui comprennent moins le concept à comprendre en fait les tenants et les aboutissants et d'aider à comprendre à quel point c'est deep en fait, c'est un problème très très profond. Donc voilà, sans plus tarder, je commence en fait. Donc, pour vous parler de moi, pour vous donner un peu plus de contexte, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis la première d'une fratrie de trois. Donc, je vivais avec ma mère et mon frère, mon premier frère au début, dans mes premières années. Et donc, je me souviens que je me suis toujours vu comme quelqu'un de solitaire. C'est-à-dire que depuis que j'ai l'âge de la conscience, je me souviens même de mon premier jour à l'école au CP1. J'étais toute seule dans la classe, dans la cour de récré, en fait. Donc, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs où j'étais toute seule parce que, voilà, j'avais pas beaucoup d'amis, parce que je sortais pas, j'étais pas socialement très à l'aise. Je sortais pas beaucoup. Ma mère voulait pas qu'on sorte. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pourquoi, mais bon. On va pas en parler ici. Ma mère voulait pas que je sorte beaucoup. J'avais certes une ou deux amies dans mon quartier, dans mon immeuble, mais j'étais pas quelqu'un qui sortait pour jouer avec les enfants du quartier comme ça. Ma mère voulait pas ça. Donc à la place, ce que je faisais, c'est que je restais chez moi, je regardais des clips de Beyoncé, je regardais des clips. C'est pour ça que j'aime beaucoup la musique parce que je pense que dans mon enfance, ça a beaucoup remplacé en fait l'amusement, le fait de jouer, d'être insouciant dehors, faire n'importe quoi. J'ai pas fait ça, j'ai pas eu la chance de faire ça. Donc je restais chez moi, je regardais des clips, je regardais la télé et tout. Donc voilà, mes premières années primaires étaient un peu comme ça. J'avais très peu d'amis. J'avais peut-être une ou deux amis au primaire. Mais voilà, c'était pas un groupe assez large. C'était une ou deux amis qui avaient à côté leurs amis à elles aussi. Mais voilà, on était plutôt proches. On se voyait plutôt fréquemment. Mais voilà, ça se limitait à ça. C'était pas quelque chose de... Ouais, j'avais jamais eu de meilleur ami en griffe au primaire. Donc voilà, ça a continué comme ça au collège, au lycée. Au collège, j'étais dans un lycée, dans un collège de filles. Donc, j'avais plus d'options, en fait, côté amitié. Mais voilà, certes, je me suis fait des amis, j'ai des copines depuis le collège avec qui on est toujours en contact aujourd'hui, en fait, on est toujours amis. Et franchement, je me suis rapproché de pas mal de personnes. Mais encore une fois, le même souci, c'est-à-dire que je suis un peu l'ami en plus. C'est-à-dire que mes amis, malgré toute l'affection et la proximité qu'on a, elles ont toujours leurs amis où il y a tout un autre noyau en fait d'amis qu'elles ont et qui elles font plus de trucs, où elles sont plus proches, plus fusionnelles et tout. Et donc je pense que on partageait moins ensemble que ce qu'elles partageaient avec leurs autres amis. Je sais pas si vous me suivez. Donc ça a créé une grosse frustration en moi au fil des années parce que je me suis rendu compte que je comprenais pas vraiment en fait le concept de l'amitié en fait. C'est-à-dire que je me demandais mais comment elles font pour être amies aussi proches, pour partager autant de choses, pour vouloir passer autant de temps ensemble. Vraiment c'est un concept qui m'était complètement étranger et je pense que au-delà de ça en fait, j'arrivais même pas à créer en fait ce lien. C'est-à-dire que je voyais ça chez les autres, je me demandais comment c'était possible, mais en même temps j'étais incapable en fait de d'être pleinement à l'aise, d'être intime avec mes amis que j'avais. C'est-à-dire que je me rappelle, il y a un épisode, je crois que c'était en quatrième, où il y avait une fille avec qui on parlait, genre on faisait des devoirs ensemble, étudiants, on faisait plein de trucs ensemble. Et je me souviens qu'une fois, on a eu une embrouille. Et pendant l'embrouille, en fait, je trouvais qu'elle mettait trop les organes, genre, elle parlait beaucoup, elle pleurait. Et du coup, je me souviens que, je me déteste pour ça, hein. Je me souviens que euh, après qu'elle ait fini son mélodrame, je lui ai dit de plus jamais me parler. Genre parce que c'était trop d'émotions en fait pour moi. Je me disais, pourquoi elle réagit comme ça? Genre, c'est quoi son problème? Je comprenais pas en fait.
d'où venait cette réaction en fait. Parce que voilà, on était copines, on était camarades. Pour dire, dans ma tête, on était camarades, on se voyait, on était genre, c'était chill, tu vois. Pourquoi mettre autant les organes? Donc, j'étais vraiment bizarre. Vraiment, j'avais du mal à concevoir, en fait, l'amitié comme une relation intime, une relation où deux personnes euh, étaient authentiques. Voilà, il y avait des sentiments, il y avait de la passion. Genre, j'avais du mal à comprendre ça, en fait. Moi, l'amitié, c'est juste, on s'assoit ensemble, on rigole, on fait notre truc, on sort, on mange, qui, haha, et c'est fini. Je suis trop bizarre. Donc oui, au lycée, ouais, j'ai pu me faire des amis, mais j'ai toujours eu cette frustration dans un coin de ma tête, en fait, où j'étais incapable de construire une relation intime et authentique, une vraie connexion avec quelqu'un, en fait. Donc ça a continué au lycée. Après, au lycée, j'ai eu une courte phase sœur en Christ. J'ai eu ma phase sœur en Christ et c'était l'une des rares fois où, voilà, je me suis senti très, très intime, très proche. J'étais à ça de les appeler mes sœurs, en fait, parce que vraiment, il y avait un lien assez profond. Il y avait Dieu entre nous en Christ. Donc voilà, c'était vraiment un genre d'amitié, des relations vraiment très étroites. Mais à part ça, voilà, c'était pratiquement la même chose. Je me rapprochais de certaines filles, on était potes. Mais voilà, et pour ne pas ranger les choses, dites-vous que je sortais très peu. Comme je l'ai dit au début, ça a continué en fait, tout le temps où je vivais en Côte d'Ivoire, je sortais très peu. On n'avait pas forcément l'occasion de se voir hors du lycée. Donc ça se limitait à ça, en fait, pour le plus gros. Et voilà, donc ça a continué ainsi. Après, j'étais habitué à ce type de relation, j'étais habitué à ce que ma vie sociale se limite à ça. Donc ça me posait pas plus de problème que ça. Ensuite, je suis venu en France, j'ai eu mon bac et voilà, je suis venu à la fac en France. Et donc, quand je suis venu à la fac, pour moi, c'est une question de survie en fait, de me faire une vie sociale parce que voilà, t'es dans un nouveau pays, t'es dans un établissement que tu ne connais pas, dans lequel tu connais pas grand monde, tu connais personne en fait pratiquement. Donc c'était vraiment une question de survie sociale et de bien-être, de vraiment d'être plus ouverte, d'être plus avenant, de parler à plus de gens, d'aller vers les gens. Donc j'ai commencé à faire ça et voilà. Et après je le faisais certes, mais à côté je vivais avec deux copines avec qui on a fait le collège et le lycée. Donc voilà, j'avais pas encore ce manque-là et tout ce temps aussi, il y avait le fait que je m'étais habitué en fait à avoir une vie sociale assez limitée. Donc je m'étais accepté, j'avais accepté le fait que je sois une solitaire et que voilà, je me plaisais mieux. Ce limite, mais je romantisais en fait ça parce que je me disais que voilà, je suis quelqu'un qui aime sa propre compagnie. Je m'ennuie jamais quand je suis toute seule. C'est-à-dire que je trouve toujours un moyen de me stimuler. Limite, en fait, pour moi, le fait de ne jamais vouloir être seul, c'est un red flag. Je méprisais les gens qui n'aimaient pas être, ceux qui voulaient pas être, ceux qui voulaient tout le temps être accompagnés. Parce que moi, c'était un état des choses qui était très normal pour moi. C'était ma zone de confort, en fait, d'être seule. Parce que, disons, depuis toute petite, j'ai toujours été très sensible, très, très sensible. Et je me suis dit que l'une des raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à créer de connexion, de lien authentique avec les autres, c'est parce que personne ne me comprenait. Personne ne me comprenait, je me suis rarement sentie comprise. Donc dans ma tête, c'était quoi? Autant être seule si je suis avec les gens et qui me comprennent jamais, que je me sens, comment dire, pas connu, pas vu pleinement en fait par ces gens-là, parce qu'il y a une grosse partie de moi qui n'arriveront pas à appréhender, qui n'arriveront pas à comprendre. Donc voilà. Et donc franchement, j'étais très à l'aise avec ça et malgré le fait que je sois entouré de personnes, j'étais toujours dans un mindset où j'étais une solitaire. Je me suis toujours vu comme ça. Peu importe comment j'étais entouré, je me suis toujours vu comme une solitaire. Et donc malgré le fait que voilà, j'étais devenu plus avenant, j'avais plus de connaissances, j'avais plus d'amis, d'école, de camarades. Voilà, dans ma tête, c'était ça en fait. C'était juste moi en fait. C'était un trait de personnalité pour moi. Voilà. C'était vraiment mon trait de personnalité principal d'aimer la solitude et d'être seul. Donc voilà, pendant cette période, bon, c'était pas encore très dérangeant, c'était pas encore handicapant pour moi. Ça a commencé à me peser quand, vers la fin de mes études, j'ai commencé à vivre seul, je suis allé vivre seul. Et donc voilà, ça a commencé à me peser. Donc là, je sentais que voilà, j'étais non seulement plus entouré,
matériellement, j'avais plus de colocs, j'avais plus d'amis, parce que je déménageais aussi entre-temps, j'avais beaucoup déménagé. Donc j'avais plus de visages familiers, donc j'étais plus entouré, et en plus de ça, j'étais loin de ma famille et j'avais encore ce poids-là de pas avoir de relations très intimes, de pas avoir de relations fusionnelles. Donc ça a commencé à peser un peu, et c'était vraiment très progressif. Au début, c'était, ok, là, je me sens vraiment seul. Là, je sens que voilà, cette période va être dure parce que je me sens seul, etc. Donc, c'était encore chill. C'était pas encore l'apocalypse, quoi. Franchement, je me sentais seul, mais je me disais, ça ira. Genre, pas envie de mourir. Après, je suis habitué à la solitude, donc voilà, c'est rien de dramatique, c'est rien que je n'ai jamais connu. Tout en gardant le fait que je sois devenue plus avenante et que je sois capable de m'intégrer socialement. Franchement, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé en France, le fait de m'intégrer socialement, c'est une question de survie. Donc, tu pourrais me mettre avec n'importe qui. Tant qu'on parle la même langue, tant qu'on parle la même langue, je pourrais parler avec la personne. Donc, j'arrivais à parler avec n'importe qui. Et jusqu'à présent, je sais faire ça. Donc, voilà, je faisais ça tranquille, tu vois. Et c'est vrai que je me créais des connexions, mais sans plus. Genre, c'est des gens avec qui je parle euh, une fois en passant. On peut dire, ok, ouais, viens, on va prendre un verre, on va en after work, mais voilà, quoi. C'est pas des gens avec qui, encore une fois, j'ai pu me rapprocher, des gens où je me disais, ok, si j'ai un problème, je peux parler à cette personne peut tout me dire, je peux tout lui dire. Encore jamais ce genre de relation, en fait. Donc, mes dernières années lycée, non, mes dernières années d'études, c'était encore chill, je me sentais seul, mais ok, je voyais un peu la situation se détériorer, mais c'était pas encore dramatique. Je parle beaucoup, la vidéo va être longue, mais c'était pas encore dramatique. Et vient le moment où je finis mes études. Donc, je déménage, je viens à Paris. La descente aux enfers. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que voilà, j'ai plus d'amis d'école. J'ai plus de visages familiers qui on a le même âge et on est plus susceptibles d'avoir des choses en commun. Donc il y a plus ça, j'ai plus les personnes de qui je me suis rapproché pendant mes années de master par exemple. J'ai plus ceux avec qui je me suis rapproché non plus à Strasbourg pendant mes années de licence. J'ai plus mes colocs, mes premières colocs avec qui je vivais à Strasbourg. Donc vraiment, je me suis retrouvé complètement seul et en plus de ça, me suis retrouvé dans un environnement de travail où non seulement j'aimais pas forcément ce que je faisais et en plus la moyenne d'âge en open space c'était 35 ans quoi. Donc c'était des personnes avec qui on n'avait rien en commun, on ne pouvait pas parler. Et il y a toujours cette idée comme quoi oui tes collègues ne sont pas des amis, il faut pas que tes collègues soient tes amis. Et vraiment cette idée là était dans ma tête. Donc franchement c'est des personnes que j'avais exclues en fait d'office de mon cercle ou bien de ma vie. Genre, c'était des personnes en fait que je pouvais même pas considérer en fait comme des amis potentiels en fait. Donc toutes mes journées se ressemblaient et le deuxième truc qui a beaucoup pesé dans la balance, c'était que je me sois mise en relation à distance. Je me suis mise en relation à distance. Et franchement, tout ce contexte-là a réussi à me plonger dans une solitude, en fait, que j'avais jamais connue auparavant. Déjà que, voilà, il y avait d'autres problèmes, d'autres professionnels, financiers, je sais pas. En tout cas, j'avais pas mal de petits soucis à ce moment-là. Et voilà, j'essayais de me reconstruire, de construire une toute nouvelle vie, en fait, en Île-de-France. Une vie, voilà, qui avait pas grand-chose à voir avec ce que j'avais à Strasbourg ou à Montpellier dans mes villes précédentes. Donc c'était super compliqué. Et plus le temps passait, plus je sombrais, plus le temps passait, plus c'était intense. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, à la fin de mes études, vers la fin, je me disais, ok, là, je me sens seul, mais tranquille. Il n'y a pas mort d'homme, tranquille, quoi. Mais en 2024, fin 2023, 2024, c'était devenu infernal, vraiment infernal. J'avais l'impression que j'étais devenu une présence. C'est-à-dire que je ne vivais pas, j'étais plus une personne à part entière, j'étais plus un humain tellement. Je pouvais passer une journée sans parler en fait. Je pouvais passer une journée sans parler à part voilà quand j'appelle mes parents, j'appelle mon copain et tout, mais je pouvais passer des journées sans parler à quelqu'un dans la vraie vie. Et je pense que on sous-estime vraiment l'impact que ça a de se retrouver avec des gens en fait, d'avoir de la présence humaine. Parce que moi pareil, je sous-estimais en fait, je me disais voilà, de toute façon, je suis tout entouré et voilà, ça sert à rien. En fait,
ça ne me procure pas un sentiment de bien-être, de communion, d'être comprise, voilà, de m'intégrer, en fait, à un certain groupe, tu vois. Donc, j'avais jamais ça. Donc, je me disais, voilà, la présence humaine, whatever, en fait, genre, je ferais bien ça. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que toute ma vie, j'arrivais à romantiser, j'arrivais à me plaire dans la solitude parce que c'était un choix, parce que j'avais l'option, en fait, de sortir de ma chambre et de me retrouver avec ma mère, mon frère, de sortir de ma chambre et de me retrouver avec mes colocs ou voilà, j'étais toujours entouré d'une certaine manière. Mais une fois que ça m'a été imposé une fois que les circonstances m'imposaient en fait cet état des choses, c'était beaucoup, mais beaucoup moins fun. C'était beaucoup plus difficile à romantiser. Dernièrement, je suis tombé sur la vidéo d'une youtubeuse qui expliquait que la tristesse, c'est juste l'obsession de soi-même. Donc, c'est une obsession qui est destructrice dans le sens où on est tellement tourné vers soi-même qu'on finit par se cannibaliser soi-même. Donc, ça finit par nous détruire. Et j'ai trouvé que l'image était très parlante, mais elle a expliqué ça dans un contexte où, voilà, elle, c'est quelqu'un de très mélancolique, qui romantise ça et qui a fait de ça même sa personnalité. Donc, voilà, c'est toute son esthétique, en fait, d'être triste, d'être maussade, d'être sombre, tu vois. Où est ce genre de personne? Et voilà, moi, c'est pas mon cas. Et bien au contraire, je déteste ça. Genre, vraiment, j'ai eu la chance ou la malchance de connaître quelqu'un comme ça très tôt dans ma vie. Et donc, je me suis juré de plus jamais. Euh, sortir ou même côtoyer quelqu'un comme ça en fait et de jamais être comme ça avant tout, donc j'ai jamais été ça, mais je suis quand même reconnu dedans dans le sens où voilà, bref, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que son talking point m'a inspiré quelque chose et je me suis dit ce serait bien de d'écrire histoire de mieux faire comprendre en fait la mélancolie qui m'a été imposée par la solitude et voilà, pour que quelqu'un qui a vécu la situation se sentent compris. Parce que c'est un autre problème aussi avec ça, c'est que c'est un concept que j'ai l'impression que pas grand monde comprend. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beau l'expliquer à mes proches et je me suis jamais senti pleinement compris. J'avais l'impression que même s'ils comprenaient littéralement, ils comprenaient pas la profondeur de la situation. Donc, j'ai écrit un petit paragraphe pour me faire comprendre. Donc voilà, je vous le lis parce que je pourrais pas le réciter comme ça. Si la tristesse n'est qu'une obsession de soi-même, la solitude, elle, ne laisse aucune échappatoire à cette obsession. On s'accroche à l'idée de soi-même pour échapper au vide sourd, mais aussi parce qu'on est tout ce qu'on a. Dans la matérialité des choses, on n'existe pour personne. Personne ne nous attend à la maison. La vie se résume au travail et à tout ce qu'on est censé faire à côté pour se maintenir à flot. Manger, se doucher, faire une activité physique, trouver un hobby. On fait ces choses pour se préserver, pour assumer nos responsabilités malgré tout, mais surtout pour tenir à distance ce mal vorace. Alors on tente de gagner du temps, on se divertit, on repousse l'implosion, mais tout cela nous enferme dans un état de survie permanent. Peu à peu, la honte s'installe, car cette existence nous semble indigne d'un être humain. On finit par intérioriser cette solitude, on se dit, si je suis seul, c'est sûrement parce que je ne mérite pas la compagnie des autres. Et le temps de s'en rendre compte, l'obsession de soi s'est transformée en handicap social. On devient centré sur soi, incapable d'inclure les autres dans notre perception des choses. Les règles de savoir-vivre, inculquées avec tant d'insistance durant l'enfance, s'effacent peu à peu, faute d'avoir été mises en pratique. On finit par régresser, on devient presque sauvage. C'est un processus profondément destructeur. Quand j'écrivais ça, ça m'a fait penser au film Taxi Driver avec Robert De Niro. Je crois qu'il est sorti en 1976. Donc c'est un très bon film. Franchement, c'est un film culte en plus. Et je l'ai vu il y a pas très longtemps. Et bizarrement, je l'ai vu vraiment en plein dans la période où je vivais ça. Et c'était la première fois que je voyais la solitude dépeinte comme ça. Je voyais la solitude dépeinte de cet angle-là, en fait. Pour vous résumer le film, le personnage principal s'appelle Travis. C'est un chauffeur de taxi, comme l'indique le titre, qui vit à New York. Donc Travis a un problème, c'est qu'il est incapable de se connecter aux autres. Et il s'enfonce progressivement dans un délire paranoïaque du fait de sa solitude. Cela est dû en grande partie au fait qu'il ne maîtrise pas certains codes sociaux. Son isolement extrême et son manque de culture l'empêchent d'adopter les comportements socialement acceptés, ce qui le rend presque inapte à interagir normalement dans son environnement. En somme, c'est un mec un peu étrange, marginal. Il déteste sa vie, son travail insignifiant et nourrit un profond mépris pour l'atmosphère de New York à cette époque,
qu'il perçoit comme gangrénée par la violence, la corruption, la débauche et la saleté. Puis deux événements majeurs vont venir cristalliser son mal-être. Le premier, c'est lorsque la femme qu'il convoite depuis un bon moment va décider de couper tout contact avec lui parce qu'il avait fait une énorme gaffe pendant leur date. Le deuxième, c'est lorsque l'un de ses clients va lui confier son intention de tuer sa femme qui est infidèle. Peu à peu, le ressentiment de Travis grandit. Chaque interaction lui semble soit vaine, soit empreinte de mépris ou de violence. Le seul moyen de se sentir vivant, pour lui, c'est de participer à ce théâtre du chaos, de ne plus en être un simple spectateur. C'est ainsi qu'il bascule progressivement, oscillant entre accès de violence, autodestruction, obsession malsaine, dans une quête désespérée de vitalité et de sens. Et il est aussi inspiré du livre Notes from Underground de l'auteur Fyodor Dostoïevski. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est à peu près la même thématique, c'est-à-dire que la descente aux enfers, la descente en fait dans la folie de quelqu'un qui se sent seul, rejeté. Et c'était la première fois en fait que je découvrais en fait la solitude de cet angle. En fait, je savais pas que la solitude pouvait rendre fou, franchement. Et voilà, pour l'avoir vécu, pour l'avoir aussi abordé en fait de cet angle artistique là, ça m'a beaucoup enseigné. Et vu que j'ai quand même envie de finir sur une note positive ou d'ajouter quand même une note positive, je vais vous dire un peu ce que cette période m'a enseigné et ce que j'ai appris en fait de moi-même et de la vie en général pendant cette période. Donc on a premièrement le fait que, comme j'ai dit avant j'accordais pas une grande importance à la présence humaine, c'est-à-dire que les gens soient là, que je sois entouré ou pas, je reconnaissais pas la valeur en fait parce que j'étais tout le temps entouré, donc je prenais cela pour acquis. Mais aujourd'hui c'est tout l'opposé, c'est vraiment tout l'opposé. Euh, c'est des moments que je chéris mais à un point, je sais pas, souvent j'ai l'impression que j'en abuse en fait et que voilà, ça m'a créé des problèmes d'attachement. Mais une fois que quand je suis avec mes amis, quand je suis avec mes parents, mes frères, mes soeurs, mon copain, franchement c'est des moments je que je contemple en fait, pas qu'après mais à l'instant T, c'est-à-dire que souvent je suis avec mes proches, je vis un bon moment et j'ai envie de fermer les yeux histoire de vraiment digérer, histoire de faire rentrer ce moment-là en fait dans mon cœur en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais si je pouvais les vivre, les revivre sans cesse, c'est ce que j'aurais fait. J'ai envie de me les injecter dans les veines histoire que genre la sensation de bien-être que j'éprouve à l'instant T là ne me quitte jamais en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve beau parce que avant c'était pas le cas. Je prenais tout ça pour acquis, je prenais la présence de mes proches pour acquis, mais aujourd'hui ça me fait apprécier l'humain, ça me fait voir la valeur dans la présence humaine, ça me fait accepter aussi les gens pour ce qu'ils sont en fait et pour le fait que voilà, je suis avec quelqu'un que que j'aime ou je suis avec quelqu'un que j'ai l'occasion de découvrir en refuge. Ça m'a fait aimer l'humain en fait et c'est beau bizarrement. Je trouve ça beau. Deuxième chose, c'est que ça m'a appris à me connaître, ça m'a appris à me trouver, ça m'a appris à arriver à un certain niveau de discipline que j'aurais peut-être pas pu avoir si j'étais constamment entouré, si j'avais pas l'espace mental en fait. C'est-à-dire que je suis seul. J'ai rien de mieux à faire que d'aller à la salle 4 fois par semaine, de lire, de trouver des hobbies, de trouver des passe-temps sains, de me découvrir des talents, de m'investir en fait dans des choses euh, qui me seront bénéfiques en fait. Et je pense que c'est pas tout le monde qui choisit cette option-là parce que pour ma part, la seule chose qui m'a permis en fait de traverser cette période et d'arriver à cette réalité-là, c'est vraiment l'amour propre. C'est-à-dire que je m'aimais trop pour m'adonner à quelque chose de destructeur. Donc j'ai préféré investir vraiment toute l'énergie que j'avais en trop parce que je ne pouvais pas l'investir en qui que ce soit d'autre que moi-même pour en faire quelque chose de bien en fait. Et voilà, j'espère garder cette discipline, j'espère garder cette manière de vivre, cette manière de faire là. Et voilà. Dernière chose, c'est que en France, environ 9 millions de personnes souffrent de solitude. C'est-à-dire que c'est vraiment pas des cas isolés, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, c'est pas quelque chose qu'il faut internaliser ou s'attribuer à soi-même. Donc, ça peut être provoqué par plusieurs situations dans la vie qui sont même pas dépendantes en fait de notre volonté. Pour ma part, vu que je me remets beaucoup en question, donc voilà, j'en suis arrivé à certaines conclusions en analysant tout mon parcours.
Mais voilà, ça peut arriver à quelqu'un qui est totalement extraverti, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je veux qu'il y ait plus ce stigma-là, en fait, que ce stigma-là n'existe plus et que, voilà, qu'on n'ait pas peur de se confier là-dessus, de se dire qu'on se sent seul et surtout de pas avoir peur, en fait, d'aller à la recherche de vraies connexions, de pas avoir peur de vouloir construire des relations authentiques, des relations significatives, mais vraiment activement. Ne pas laisser le sort de nos relations au hasard, se dire que oui, si on doit se rapprocher, ça se fait naturellement. Faut pas avoir fait peur de le faire soi-même, en fait. Faut pas avoir peur de gratter l'amitié. On est tellement dans une ère où chacun veut feindre la suffisance, personne ne veut avoir l'air d'avoir besoin des autres, personne ne veut avoir l'air d'essayer. Et c'est vraiment tout ça qui nous garde en arrière, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des gens. C'est comme ça que qu'on construit des relations authentiques. Moi, personnellement, c'est une résolution que j'ai prise. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un sur les réseaux ou dans mon cadre que j'apprécie, je prends sur moi pour, voilà, pour essayer de me rapprocher de la personne, pour l'inviter, pour aller lui parler, pour vraiment le faire de manière intentionnelle, en fait, de faire de manière active. Donc, c'est vraiment important de se lancer cette démarche. Sinon, personne ne va le faire pour nous. Personne ne va venir nous sauver. Personne ne va venir dire, oh, ma puce, t'as l'air seul. Ça, non. À un moment, t'es adulte, faut tout faire soi-même. Malheureusement. Donc, voilà, c'est une résolution que j'ai prise. Et franchement, j'espère que quelqu'un qui a regardé cette vidéo, qui a vécu cette situation, pourra se sentir compris et pourra aussi avoir des insights concernant ce problème-là. Et voilà, ce sera tout. C'est ma deuxième vidéo substantielle et je pense que les deux n'étaient pas très fun. Des sujets un peu... Mais voilà, je pense qu'il y a quelques sujets comme ça, 2, 3, 4, 5, 6 sujets que je dois sortir de mon cœur comme ça et puis après, bon, on pourrait être plus léger. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez prendre du plaisir à m'écouter. Et j'ai été très contente de la tournée. Le sujet me trotte dans la tête depuis un moment et voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir partager mon expérience, mon parcours, ce que j'ai appris. Et voilà, gros bisous, merci encore à vous, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.